Hostage release pause could have been extended to get more hostages out, and the government of Israel had already approved a sufficient list of Palestinian violent criminals in Israeli jails to proceed with an exchange for at least another 2 days. Having chosen to hold on to our women, Hamas will now take the mother of all thumpings. C'est clair. Alors, c'est la fin de la trêve entre Israël et le Hamas au lendemain du 7e jour du cessez-le-feu temporaire. Oui, parce que c'est une trêve. Les combats et les bombardements ont repris aujourd'hui, faisant au moins 170 morts et 600 blessés. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé les conditions de la trêve et d'avoir fait échouer les négociations, alors que les États-Unis montrent du doigt la responsabilité du Hamas également. Alors, le gouvernement israélien confirme d'ailleurs ce soir que 6 otages sont morts. De son côté, l'armée dit avoir frappé plus de 200 cibles sur l'enclave, notamment dans le sud, aussi bien dans le nord également. Alors, aucune aide humanitaire n'a été autorisée à rentrer dans la bande de Gaza aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure avec Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes au Moyen-Orient. On l'écoute. Madame Levallois, bonsoir et bienvenue à nouveau à 24/60. Bonsoir. Très court répit de séjour, reprise des hostilités et déjà, selon le ministère de la Santé du Hamas, à l'heure où on se parle, fin d'après-midi à Montréal, 178 morts à Gaza, près de 600 blessés et Israël blâme le Hamas. Quelle lecture faites-vous de cette reprise des hostilités? Bien, il était clair qu'il y avait un débat très vif au sein du gouvernement israélien, certains des membres considérant qu'il ne fallait absolument pas aller vers une trêve et qui étaient contre la prolongation de la trêve, puisque je rappelle que dans un premier temps, elle devait durer 4 jours et qu'elle avait été prolongée. Et donc, il y avait vraiment ce débat très vif, avec des propos d'ailleurs très forts de la part de certains militaires israéliens pendant cette trêve, déclarant que dès que la trêve s'arrêterait, eh bien, les bombardements reprendraient de plus belle. Et c'est exactement ce qui se passe là, puisqu'on a vu aujourd'hui la violence avec laquelle les bombardements ont repris. Je crois que Netanyahou avait accepté de prolonger la trêve en raison des pressions fortes exercées par les familles des otages pour obtenir qu'ils mettent en priorité la libération des otages. Or, on a le sentiment aujourd'hui qu'après avoir obtenu la libération d'un certain nombre d'otages, mais pas tous, je le rappelle, eh bien, il a choisi finalement d'aller dans le sens des plus durs au sein de son cabinet pour reprendre les hostilités dans la bande de Gaza. Parce qu'Israël estime qu'il y a toujours au moins 20 femmes et peut-être même des mineurs qui sont détenus en otage. Et en même temps, on soulève la question de l'incapacité du Hamas de retracer tous les otages et de pouvoir assurer leur libération. Est-ce un fait avéré, selon vous? Alors, ce qui est sûr, c'est que le Hamas ne garde pas tous les otages. Il y a d'autres groupes qui ont pris des otages, dont le djihad islamique, et qui n'ont pas forcément le même agenda que le Hamas, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des tensions entre ces différents groupes, que certains groupes veulent aussi faire monter sûrement la pression sur le Hamas. Donc, que le Hamas ait des difficultés à rassembler l'ensemble des otages, oui, c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est un prétexte aussi, bien sûr, qui est utilisé par Israël, par ceux, en tous les cas en Israël, qui considèrent que c'est une erreur que d'avoir accepté cette trêve et qu'il faut, au contraire, continuer à bombarder la bande de Gaza. En même temps, aujourd'hui, on apprend qu'Israël ne renouvellera pas le visa de la responsable des Nations Unies, Lynn Hastings, qui est responsable de l'aide humanitaire. Alors, c'est une décision radicale, non? Oui, parce qu'on voit là aussi depuis le début que Netanyahou est furieux des déclarations du secrétaire général de l'ONU et du travail qui est entrepris par les agences de l'ONU qui essayent d'apporter un certain répit à la population de Gaza en se battant pour obtenir un accès à la bande de Gaza avec de l'aide humanitaire, et que la présence de ces humanitaires sur le terrain, lorsqu'ils peuvent rentrer, même si c'est extrêmement difficile, évidemment rapporte des éléments qui sont très difficiles à accepter
accepté par Netanyahou, qui ne veut surtout pas que le moindre observateur puisse relater ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et le fait de refuser le renouvellement de ce visa, à mon avis, est très inquiétant parce que ça veut donc dire que Israël est dans une logique de continuer à bombarder et peut-être de façon encore plus radicale, même si on peut se demander si c'est possible, tant les premiers bombardements ont déjà été très très durs. Mais ça me laisse quand même ça ne peut rendre que très inquiet sur la poursuite des opérations qui vont être menées dans la bande de Gaza. Israël dit cibler des zones où se trouve le Hamas. La population civile, dont on entend quelques personnes qui ont été ciblées aujourd'hui, qui témoignent à travers quelques extraits qu'on a, disent qu'au contraire, il n'y a pas de combattants du Hamas. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'Israël continuerait de bombarder les populations civiles et en rejetant le blâme sur le Hamas, en disant que c'est le Hamas qui se sert de la population civile comme bouclier humain? Oui, c'est toujours la même rhétorique qui est utilisée, la question des boucliers humains. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en dépit des mises en garde prononcées par le secrétaire d'État américain, qui avait dit comprendre qu'Israël devait continuer ses opérations à Gaza, avait bien demandé à Netanyahou ou à l'armée israélienne, en tous les cas, de faire en sorte de bien distinguer entre les civils et les combattants du Hamas. Mais là encore, on sait très bien que dans cette bande de Gaza, avec cette densité de population telle, il est pratiquement impossible de faire la distinction entre les combattants et les civils, et que les combattants, évidemment, vont se cacher le plus possible pour ne pas être pris. Donc cette idée selon laquelle on peut faire la part des choses entre les civils et les combattants me paraît de toute façon relever du pur fantasme ou de la pure rhétorique ou de la pure communication, mais qui ne correspond en tous les cas pas à la réalité. Et en parallèle, à part Gaza, il y a la Cisjordanie, il y a des hostilités, il y a des morts des deux côtés. Est-ce que la Cisjordanie va être un deuxième Gaza? Ce qui est sûr, c'est que la situation en Cisjordanie est extrêmement inquiétante, puisqu'elle l'était déjà depuis des mois et des mois. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans le gouvernement de Netanyahou il y a un an, on a vu la reprise de la violence terrible, puisque les colons sont armés, sont soutenus par l'armée. Et on sait que depuis le 7 octobre, le ministre Ben Gvir, qui est le ministre de la Sécurité publique, continue à armer toujours un peu plus les colons, avec du coup un espèce de blanc-seing qui leur est donné pour aller combattre les Palestiniens, aller tuer les Palestiniens. On a déjà plus de 230 Palestiniens tués depuis le 7 octobre et on ne compte plus les arrestations qui se montent par centaines et centaines d'arrestations de Palestiniens en Cisjordanie. Donc oui, la situation est extrêmement grave dans cette partie de la Palestine. Le Hamas revendique quelques opérations alors que traditionnellement, il n'est pas implanté dans la Cisjordanie, mais évidemment, avec tout ce qui se passe, il trouve un certain soutien de la part de la population de la Cisjordanie qui n'en peut plus du comportement de ces colons et qui finalement approuve de cette manière le soutien que le Hamas peut leur apporter. On a vu dans les manifestations au moment de la libération des prisonniers l'enthousiasme de la foule palestinienne en Cisjordanie qui brandissait les drapeaux du Hamas, bien plus que le drapeau de l'autorité palestinienne. Oui, parce que c'est le Hamas qui a permis la libération de ces quelques prisonniers politiques, même s'il en reste des milliers dans les prisons israéliennes. Mais pour ceux qui ont été libérés, et c'est un message adressé à la population de Cisjordanie, selon laquelle l'autorité, évidemment, ne sert à rien, ne fait rien, et est simplement l'auxiliaire de sécurité d'Israël, alors que le Hamas, lui, se bat pour obtenir la libération de ces prisonniers palestiniens. Donc ça augmente évidemment son aura en Cisjordanie, même si, je le répète, traditionnellement, le Hamas n'est pas implanté en Cisjordanie. Revenons sur la nouvelle d'hier, qui était une bombe, littéralement, à savoir qu'il existe un document d'une 40aine de pages, c'est le New York Times qui publie sur cette opération intitulée « Le mur de Jéricho ». Il semble que les autorités israéliennes savaient depuis plus d'un an qu'une opération magistrale se préparait du côté du Hamas, mais on disait « Ah, c'est imaginaire, ça ne se passera pas ». On ne sait pas si M. Netanyahou était au courant. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces informations, puis est-ce que ça peut avoir un impact sur la suite des choses?
Oui, alors déjà, moi, il me paraît absolument improbable que Netanyahou n'ait pas été au courant de la nature de ce document, puisque quand on connaît le système politique et sécuritaire en Israël, ça me paraît absolument impensable qu'il n'ait pas été au courant. Maintenant que les Israéliens, que le gouvernement ou l'armée n'ait pas pris ça au sérieux, avec ce sentiment quand même de surpuissance par rapport aux Palestiniens, et en particulier aux Palestiniens de Gaza, qui sont quand même considérés comme des personnes qui sont incapables de rien faire, et donc qui y a eu cette espèce de sentiment de domination de la part de l'armée israélienne, considérant que les Palestiniens ne seraient jamais capables de mener une opération de la sorte. Ça, je pense que c'est évidemment un élément psychologique, si je puis dire, mais qu'il faut tout à fait prendre en considération. Je rappelle, l'Israël est la puissance coloniale, et souvent le colon considère que celui qu'il colonise est quand même pas véritablement un vrai homme, et que donc à partir de là, il n'est pas capable de faire grand-chose. Et donc je pense que ce mépris, si je puis dire, a pu conduire à complètement sous-estimer cette information, s'il s'avère que tout ça, bien sûr, est vrai. Parce que le Hamas a diffusé tout de suite après le 7 octobre les images de son entraînement sous le nez, sous les yeux même d'Israël sur le territoire. C'est-à-dire qu'Israël a tellement investi finalement dans la sécurité technologique, dans tous les moyens technologiques de sécurité. Et on avait bien vu cette fameuse barrière autour de Gaza. Et donc le sentiment d'Israël de cette supériorité technologique et militaire il ne pouvait pas imaginer que les Palestiniens étaient capables quand même d'organiser une telle opération. Donc tous ces signaux qui ont été adressés, finalement, on a le sentiment effectivement qu'ils n'ont pas du tout été pris au sérieux, sauf par quelques personnes, mais pas suffisamment en tous les cas pour les prendre suffisamment en compte et éventuellement prendre ça au sérieux. Et je crois que ça en dit long finalement sur le rapport qui peut exister entre Israël aussi et les Palestiniens. Merci beaucoup Agnès Levallois. Merci beaucoup. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.